petit train va loin. Mais vous êtes tombé en enfance, c'est ça? Pas tout à fait. Écoutez, je parle de train électrique, mais pas du petit train tel qu'on l'imagine habituellement avec son circuit en rond qui fait le tour du sapin de Noël. Là, on parle de modélisme ferroviaire, s'il vous plaît. Et le mot modélisme, ça fait toute la différence parce que le modéliste, de façon générale, c'est celui qui recrée de façon minutieuse, en miniature et à l'échelle des objets de la vie réelle. Par conséquent, le modéliste ferroviaire, c'est quelqu'un qui joue au train, mais qui veut aussi recréer sur son réseau la réalité ferroviaire avec ses paysages urbains et ruraux, ses gares, ses cours de triage et aussi des parcours qui peuvent vraiment être très complexes. C'est la réalité d'autrefois parce que tout le monde sait qu'il n'y en a plus de train. Ben oui, effectivement. Je pense qu'il y a certains TGV en Europe, cependant. Néanmoins, donc, comme je le disais, on parle d'Europe. C'est un loisir dont les voies ferrées font presque le tour du monde. Des modélistes ferroviaires, il y en a sur tous les continents. C'est particulièrement populaire en Europe occidentale et aux États-Unis, où c'est un hobby qu'on a commencé à pratiquer à la fin du siècle dernier. D'autre part, c'est un loisir qu'on peut aussi pratiquer en groupe, dans des clubs où les membres vont mettre en commun leurs ressources. Et récemment, on a visité l'Association des modélistes ferroviaires de Montréal, où on retrouve, tenez-vous bien, le plus grand réseau de trains électriques au pays. Monsieur Bell, on a devant nous un réseau ferroviaire où il y a 8000 pieds de voies ferrées sur une surface qui fait 125 pieds sur 55. Qu'est-ce que c'est l'univers que vous avez recréé ici avec vos collègues? Bon, avec notre groupe, là, on a tenté de recréer le chemin de fer au Canada en partant des Maritimes, en se dirigeant vers la tête des Grands Lacs. Vous avez aussi une incursion dans l'ouest du pays. Oui, une partie qui se dirige juste à la hauteur des prairies pour notre grain. Il faut le livrer, alors on va le chercher à cet endroit-là. Pour fabriquer un monde comme celui-là, ça vous a pris combien de temps? Bien, notre groupe, là, on est installé ici depuis exactement 16 ans. Depuis ce temps-là, on travaille sans arrêt pour essayer de former quelque chose de spécial, de nouveau. C'est disponible? Oui. OK, c'est tu peux prendre le train sur quel track, Steve? Autour du circuit, il y a toute une équipe d'opérateurs qui travaillent ensemble. Pourquoi ça prend autant de monde ici pour faire avancer un train électrique? Bon, c'est un très grand réseau. Et puis, en tant que réseau réaliste, on a un répartiteur qui s'occupe de diriger les trains aux différents endroits. On a les chefs de cours. Et puis, il y a les 5 opérateurs de locomotives sur la cabine centrale. Moi, je suis chef des opérations. Il faut que c'est moi qui dise au monde quoi faire, mais il faut que mes autres, comme chaque sous-division, là, il faut que mes autres gars, ils me disent qu'est-ce que j'ai disponible, quelle voie est disponible. Puis là, je peux dire à mes main cabs, si tu veux, OK, là, tu peux partir, il y a une voie qui est libre maintenant. Monsieur Milot, en tant qu'opérateur de locomotive, c'est vous qui conduisez les convois. Est-ce que c'est un vieux rêve que vous accomplissez ici? Oh, effectivement, oui, parce que quand j'étais jeune, chez moi à Victoriaville, je vivais près d'une voie ferrée. J'ai voulu le faire. Je voyais la voie, puis ça me disait d'y aller, mais un jour, on m'a découragé. On avait dit que ça prenait trop long d'études, puis je savais pas trop comment ça fonctionnait. Fait que depuis que je suis rentré au club ici, ça me permet de réaliser cet idéal-là que j'ai jamais pu faire dans la vie réelle. Monsieur Brunel, un modéliste ferroviaire, c'est pas uniquement quelqu'un qui fait avancer des trains, puisqu'il faut aussi construire les édifices, les décors là, qui constituent le paysage. Pour vous, est-ce que c'est aussi intéressant de faire des maquettes que d'opérer un train? Pour moi, c'est plus intéressant de faire des maquettes que d'opérer un train. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de détails à faire, ça n'arrête jamais, on a toujours d'autres bâtisses à faire. Une maquette comme celle-ci, ça vous a pris combien de temps pour la créer? Celle-là ici, ça m'a pris à peu près 2 mois, les fins de semaine, puis beaucoup de soirs. Quand vous arrivez au moment où vous installez votre maquette dans le projet global, dans la grande piste, c'est une grande satisfaction pour vous? Oui, c'est une grande satisfaction. J'aime ça quand le monde le regarde puis l'aime. C'est ça qui est mon plaisir. Qu'est-ce que de si passionnant à recréer l'univers en miniature? Ben, disons qu'on essaie de recréer ce qu'on voit ou ce qu'on voudrait voir. Alors, on l'imagine ou on le reproduit. De toute façon, c'est un produit fini qui est excellent.
qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait qu'avec vos maquettes et avec vos trains, vous ressemblez à des petits gars qui s'amusent avec leurs jouets? Il n'y a vraiment pas de honte à ça. On s'amuse, mais c'est sérieux. En fait, c'est de l'art en 3 dimensions. N'oublie pas, là, tu vas avoir un aiguillage à traverser. Quand tu tiens cette vitesse-là... Là, il faut que je prenne mon élan, là. Maintenant, tu prends ton élan. OK. Ça, maintenant, tu prépares à arrêter. Ça va, t'es rendu. On est arrivé à bon port. Est-ce que j'ai des talents de conducteur de train? Non, t'as du talent. Ah oui? Il te manque quelque chose d'essentiel. Quoi donc? La casquette. Ah, là, je suis sur la bonne voie. Les gens sont tout à fait charmants. Ouais, oui, puis écoutez, comme on l'a vu ici, un club de modélisme ferroviaire, ça ressemble à une sorte de petite confrérie, de communauté où chaque membre a un rôle bien particulier à jouer en fonction de ses habiletés, de ses intérêts. Il y a des... Bon, il faut dire que c'est une communauté qui peut être fermée parce qu'il y a des clubs privés où on n'accepte pas de nouveaux membres en dehors de ceux qui les ont fondés. On y C'est un revient. trip de gars, ça. Monsieur Bell me disait effectivement que c'était surtout des gars qui aiment se retrouver autour de leur réseau le soir entre eux, mais sa femme, à Monsieur Bell, il semble-t-il une modéliste ferroviaire accomplie, mais généralement, effectivement, c'est surtout un loisir de gars. D'ailleurs, les techniciens en studio ici regardaient ça avec beaucoup d'attention dans le reportage. Donc, pour en revenir à ce que je disais, il y a des clubs qui sont fermés, il y en a d'autres qui sont ouverts, comme celui qu'on a vu dans le reportage, qui sont donc accessibles au grand public, mais où l'intégration des recrues va quand même se faire par étapes. Parce que dans un réseau aussi grand, eh bien, évidemment, on ne devient pas le chef des opérations du jour au lendemain. Au départ, le néophyte est parrainé, en quelque sorte, par un membre senior qui va superviser son apprentissage au niveau de la fabrication des maquettes, au niveau aussi de l'opération des trains, parce qu'évidemment, il faut une certaine unité dans les décors qu'on crée, et surtout, il faut réussir à accomplir des missions ferroviaires sans incident, parce que sur le réseau qu'on a vu, il y a 14 convois qui peuvent circuler en même temps. Donc, il faut que tout le monde s'entende sur les trajets qu'on fait, sinon il peut y avoir des congestions, que dis-je, ou même des tragédies ferroviaires, et ça, on veut éviter ça le plus possible, les collisions entre convois. Ça prend quasiment un ordinateur, quoi. Bien, ça prend beaucoup de communication. Vous avez vu les petits micros, c'est de la communication de tous les instants. Et pour les gens qui aimeraient s'intégrer à ce genre de projet collectif, évidemment, le fait de faire partie d'un club, ça comporte certains avantages. Si vous n'avez pas l'espace nécessaire chez vous pour consacrer une pièce entière ou une demi-pièce à un réseau de train, si vous n'avez pas aussi l'intention d'investir trop d'argent là-dedans, le club donne évidemment accès à des réseaux qui sont immenses et moyennant des frais d'adhésion qui ne sont pas trop élevés. Pour vous donner une idée, dans une association comme celle qu'on a visitée, on paie 31 $ pour être membre à vie, en plus d'une cotisation de 10 $ par mois qui permet donc de participer aux rencontres du club qui ont lieu 2 fois par semaine. Maintenant, évidemment, en dehors de la dizaine de clubs comme ceux-ci qui existent, comme celui-ci qui existe au Québec, il y a beaucoup de modélistes qui aiment mieux avoir leur propre réseau à eux à la maison, ce qui va leur permettre d'être le seul maître à bord. Donc, comme leur réseau est plus petit, bien évidemment, ils vont pouvoir à la fois être le répartiteur, l'opérateur de locomotive et l'aiguilleur. Et bon, lorsqu'on va au magasin, par exemple, et qu'on décide de se partir un réseau, il y a certaines choses qu'il faut avoir en tête. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est choisir l'échelle, c'est-à-dire la grosseur du train qu'on va acheter, parce qu'il y en existe plusieurs formats. Et ici, on va le voir ici sur la table, je vous ai apporté les 2 échelles qui sont les plus répandues. Alors, il y a l'échelle HO ici, qui est 87 fois plus petite que la réalité. HO, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, honnêtement. Il faudrait peut-être que vous appellerez à l'Association des modélistes ferroviaires, on vous dira sans doute ça. C'est l'échelle HO et l'échelle N. On donne simplement des lettres, généralement, pour les distinguer. Il y a l'échelle O également. Donc, l'échelle N, qui, elle, est plus petite et qui est 160 fois plus petite que les vrais trains. Donc, le choix de l'échelle, bien, ça dépend évidemment de l'espace que vous avez à la maison. Si vous avez un espace, par exemple, de 4 pieds sur 8, ce qui est un minimum pour se constituer un réseau intéressant, là, vous êtes mieux de choisir l'échelle N qui, sur une surface aussi restreinte, va vous permettre quand même d'avoir un réseau assez élaboré, assez complexe et beaucoup plus complexe que l'échelle HO, qui est à peu près 2 fois plus grosse. Maintenant, si vous avez au moins 10 pieds sur 12 à consacrer au train chez vous, là, vous pouvez commencer à penser à l'échelle HO, qui a l'avantage, évidemment, d'être un peu plus grosse, on voit un peu mieux les détails, c'est plus facilement manipulable. Et surtout, c'est l'échelle pour laquelle il y a le plus de matériel disponible sur le marché, parce que l'échelle HO, c'est celle que possèdent 60 % des modélistes ferroviaires. Donc, comme c'est la plus produite, la plus vendue, elle coûte moins cher. Écoutez bien ça, là. Même si elle est plus grosse, à qualité égale, un convoi HO coûte 25 à 30 % moins cher que l'échelle N, qui est produite en moins grande quantité. Et puisqu'on parle de prix, pour vous donner une idée en terminant, pour avoir un ensemble de base en HO qui va comprendre un convoi comme celui-ci, avec une locomotive, 4 wagons, qui va comprendre aussi un circuit ovale de 4 pieds sur 8, 2 aiguillages pour les manœuvres de base et un transformateur. Tout ça coûte un 200 $ à peu près. Dans l'échelle N, l'équivalent va coûter à peu près 270 $. Donc...